On savait que les gens nous regardaient de travers. On était une famille chrétienne. On était contre tout ça. Elle avait un côté tellement impulsif. À la fin des années 70, Hope Boggs naît dans une petite ville de l'Ohio. À des centaines de kilomètres de là, Jerry Mick grandit dans l'Oklahoma. Ils ne se connaissent pas encore, mais un jour, ils deviendront mari et femme. Malheureusement, l'avenir ne leur réserve pas seulement des jours heureux. Jerry vivait ici, à Ochatown, sur les rives du Broken Bow Lake. On traînait beaucoup ensemble. On prenait souvent nos vélos pour aller au lac. Jerry était un garçon sans histoire, qui s'entendait bien avec tout le monde. Il était très sociable et il aimait passer du temps dehors. Le courant est tout de suite passé entre nous. Il avait le cœur sur la main. C'était un vrai bout en train. On l'a éduqué dans la foi chrétienne en l'encourageant à toujours faire ce qui est juste. Il était facile à vivre et ne s'attirait jamais d'ennui. Il prenait très à cœur toutes les valeurs qu'on essayait de lui transmettre. C'était un enfant très affectueux. 4 ans après la naissance de Jerry, à plus de 1000 km au nord, c'est au tour de sa future femme de venir au monde à Waynesville, dans l'Ohio. Hope est né en janvier 1977 pendant une tempête de neige. On est parti à l'hôpital à 3 heures du matin et on est tombé en panne sur la route. 2 heures plus tard, Hope était là. C'était une enfant assez calme au départ. En grandissant, elle a commencé à avoir un tempérament plus affirmé. Petite, Hope était déjà très indépendante. Elle était unique en son genre. Elle pouvait faire preuve d'une grande douceur. Quand quelqu'un avait le moral dans les chaussettes, elle trouvait toujours les mots pour lui redonner le sourire. En revanche, c'était une toute autre histoire quand elle était piquée au vif. Elle vous faisait vivre un enfer et vous le sentiez passer. Il faudra attendre encore quelques années avant que Hope rencontre Jerry Mick. À 16 ans, Hope se fait de l'argent de poche en travaillant au fast-food du coin. Elle rencontre alors un jeune homme de 18 ans, Brian Kidd. Elle le trouvait très mignon. Il se montrait très gentil à son égard. Il se comportait comme un vrai gentleman, non seulement avec elle, mais aussi avec sa famille, ses amis et tout son entourage. Ils semblaient faits l'un pour l'autre. Où qu'ils aillent, ils étaient inséparables. Quand ils se sont mariés, Hope avait 17 ans et Brian 19, je crois. Ils étaient sûrs de leur décision, alors je les ai laissés faire. Brian s'engage dans l'armée de l'air en 1994. Le jeune couple déménage et part pour la base aérienne de Holloman, au Nouveau-Mexique. Je pense que pour Hope, c'était comme un nouveau départ. Elle rêvait de faire quelque chose de sa vie. 1 an plus tard, Hope doit mettre ses ambitions entre parenthèses lorsqu'elle tombe enceinte et accouche de son premier enfant, Jamie. Si vous aviez vu ça, Hope était tellement heureuse à l'idée de devenir mère. Dès l'instant où elle a appris sa grossesse, elle a cherché à se préparer au mieux. Elle appelait notre mère 10 fois par jour pour lui poser des questions et s'assurer qu'elle aurait tout ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé. De son côté, Brian s'est d'abord montré euphorique. Mais
Il voulait que Hope lui consacre chaque seconde de son temps quand il n'était pas au travail. Ça ne pouvait pas fonctionner. Alors que le jeune couple découvre la parentalité, Brian sympathise avec un mécanicien de la base aérienne. Il s'agit de Jerry Mick. Hope a rencontré Jerry un soir où Brian l'avait invité pour un barbecue. Ils se sont tout de suite liés d'amitié. Ils se sont revus à plusieurs reprises et petit à petit, une véritable idylle est née entre eux. C'était un beau garçon. Il était gentil et doux. Elle a tout de suite craqué pour lui. Hope m'a confié qu'elle était amoureuse de Jerry. Ça signifiait qu'elle allait sûrement quitter Brian. Hope ne tarde pas à prendre sa décision. Jerry n'avait que la mécanique en tête. À terme, il rêvait de se lancer et de monter sa propre boîte. C'est la raison principale pour laquelle il a quitté l'armée de l'air. À son départ, il a été récompensé pour son travail exemplaire pendant ses années de service. Jerry prend alors congé des forces aériennes et retourne à Ouachita dans l'Oklahoma pour démarrer une nouvelle carrière de mécanicien dans une usine à papier. Ils se téléphonaient tous les jours. Ils discutaient pendant des heures. Parfois, la distance accentue le manque et le désir. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour eux. Jerry a fini par lui dire qu'il l'aimait et qu'il la voulait auprès de lui. Hope écoute son cœur et part pour l'Oklahoma avec Jamie, alors âgée de 2 ans. Lorsqu'elle demande le divorce quelque temps après, Brian ne s'y oppose pas. Jamie a rapidement adopté Jerry. Il est devenu un vrai papa pour elle. Il était très investi dans son nouveau rôle et prenait soin d'elle. Il s'occupait tout simplement d'elle comme si c'était sa propre fille. En décembre 1997, Hope et Jerry décident de se marier. Leur fils, Jerry Jr., naît seulement 18 jours plus tard. Quand on les regardait, on voyait juste une famille unie. Il faudrait plus de pères comme Jerry. Il était très dévoué pour ses enfants. Il n'avait pas peur de retrousser ses manches et de changer les couches. Quoi qu'il fasse, les petits n'étaient jamais bien loin de lui. C'était un père extraordinaire. Mon père était le meilleur papa qu'on puisse souhaiter avoir. Lorsqu'on avait besoin ou envie de quelque chose, il nous gâtait autant qu'il pouvait. Il travaillait beaucoup, mais dès qu'il avait du temps libre, il le consacrait en priorité à sa famille. Greg Strange, l'ami d'enfance de Jerry, loue sa maison à cette joyeuse petite famille. Jerry et Hope semblaient très amoureux. Ils s'enlaçaient et s'embrassaient en public. Il y avait un vrai dialogue et une vraie entente entre eux. Ils avaient l'air de s'aimer et d'être heureux ensemble. Ils étaient drôles. Vraiment, ils avaient tous les deux beaucoup d'humour. Ils aimaient se faire des blagues tous les deux. La semaine, Jerry avait de longues journées de travail. Un jour, il faisait la sieste et Hope a essayé de le réveiller. Mais quand il était fatigué, Jerry dormait à poing fermé. Il avait le sommeil très lourd. Hope n'arrivait pas à le faire sortir du lit. Elle voulait qu'il aille lui acheter des cigarettes. Comme il se levait pas, elle a mis le feu au matelas. Sur le coup, je me suis juste dit qu'elle devait avoir une sacrée envie de fumer. Elle avait un côté tellement impulsif. Ils avaient leur point de discorde, mais on pouvait voir qu'ils s'aimaient. C'était évident qu'ils avaient des sentiments francs et sincères l'un envers l'autre. En s'installant avec sa famille dans la maison de Greg, Jerry a désormais 45 minutes de trajet à effectuer tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail, à Valiant. C'était un bon père de famille.
mais c'était aussi un employé modèle. Tous ceux qu'il côtoyait, que ce soit ses proches ou ses collègues, avaient toujours un mot gentil sur sa personne. Il s'attirait la sympathie de tous les gens qu'il croisait. Mon père voulait acheter une maison et se rapprocher de son lieu de travail. Il a commencé à regarder les annonces et a fini par acheter une maison à Valiant. C'était une petite ville assez pauvre, mais on s'en accommodait et ça lui permettait de passer moins de temps sur la route. Je crois que c'était un bon compromis. Pourtant, si Jerry semble s'adapter à sa vie à Valiant, les voisins commencent à se questionner au sujet de sa femme. Cette photo a été prise en 1999. On était tous chez mes parents pour fêter leur anniversaire de mariage. Jamie et Junior étaient en train de jouer tranquillement quand Hope a soudainement levé les mains pour rigoler. Les enfants se sont mis à l'imiter. Elle aimait faire le clown. Hope se sentait comme une étrangère là-bas. Elle n'était pas née et n'avait pas grandi dans la région. Elle se sentait différente et les habitants ne faisaient rien pour l'intégrer. Les gens la jugeaient. Ils étaient méprisants, ils la rabaissaient. On lui disait souvent qu'elle n'avait pas sa place ici parce qu'elle était une Yankee. Elle avait toujours vécu dans le Nord et là, elle se retrouvait à vivre dans une petite ville conservatrice. Hope n'était pas faite pour vivre à Valiant, et elle le savait. Elle ne s'y plaisait pas. Elle était très différente et s'en cachait absolument pas. Elle voulait trouver ses marques, et elle a réussi. J'ai rencontré Hope un soir d'Halloween. C'était comme si je rencontrais une sœur. Je nous revois assises en train de discuter. Moi, lui expliquant que la fête d'Halloween était une de mes périodes préférées de l'année et combien j'aimais me déguiser en sorcière. Et elle me répondait « Ah oui, vraiment ?» Hope trouve auprès d'Angelina Strickland une âme sœur qui partage sa passion pour la Wicca, une croyance issue du paganisme et de la sorcellerie. Mon père racontait qu'en rentrant à la maison, il lui arrivait de la trouver assise par terre, entourée de bougies, en train de scander des incantations. C'était quelque chose d'effroyable pour nous. On était une famille chrétienne. On était absolument contre tout ça. Dans tout le comté de McCurtain, les gens s'amusaient à raconter qu'elle était une sorcière et qu'elle s'adonnait à la Wicca. Elle proférait des menaces à tout va. Nouvellement arrivée dans la petite ville chrétienne de Valiant avec son mari et ses 2 enfants, Hope Meek a du mal à s'intégrer. Elle trouve du réconfort en se tournant vers la religion païenne Wicca. La Wicca peut faire le bien comme le mal. Il y a un côté lumineux et un côté obscur. Sans la lumière, il ne peut pas y avoir d'obscurité. On peut faire le mal. On peut souhaiter que le malheur s'abatte sur une personne, comme on peut lui souhaiter le meilleur. Pour rentrer de l'école, la plupart des enfants empruntaient le minibus affrété par l'église. Quand Hope a appris ça, elle a débarqué chez le directeur en menaçant de lancer des malédictions sur tout le monde si ses enfants montaient à bord de ce minibus. Si vous cherchiez à vous en prendre à ses enfants, vous risquiez de finir avec les mains brûlées. Elle aurait menacé l'instituteur de Jamie de le transformer en crapaud car elle n'était pas d'accord avec ce qu'il enseignait aux enfants. Hope refusait que ses enfants démarrent leur journée d'école en devant obligatoirement réciter le Notre Père. Elle voulait qu'ils grandissent avec leur propre idéologie, qu'ils aient leur propre morale, leurs valeurs et leurs croyances. Nous vivons dans le sud-est de l'Oklahoma. C'est une région très pieuse. Dans notre ville, il y a plus de croyants pratiquants que d'athées. Elle s'est immédiatement fait remarquer. Certains vont à la messe en pensant que le simple fait d'être assis sur un banc d'église fait d'eux des chrétiens. Personnellement, je ne crois pas que de m'asseoir dans mon garage fasse de moi une voiture.
Tout le monde pensait que Hope n'était pas quelqu'un de fréquentable, parce qu'elle était différente. Mais elle ne faisait rien de mal. C'était un ange. En mars 2001, après avoir accouché de son troisième enfant, Cléa, Hope renoue avec l'ambition de faire des études et d'obtenir un travail. Elle était euphorique à l'idée d'avoir un nouveau bébé. Mais elle voulait aussi aller à la fac, obtenir un diplôme et trouver un bon emploi. Elle avait choisi de s'orienter vers le droit pénal. Elle voulait rejoindre les forces de police pour pouvoir intégrer les équipes d'enquête judiciaire. Impatiente de commencer à travailler, Hope obtient un emploi au bureau du shérif du comté de McCurtain. D'après ce que j'avais compris, elle accompagnait les prisonniers du bureau du shérif au tribunal pour qu'ils se présentent à leur audience. C'était en lien direct avec ce qu'elle avait choisi d'étudier à la fac. Ça allait de pair avec son cursus, pour ainsi dire. Elle en était très satisfaite. Tandis qu'elle travaille en parallèle de ses études, Hope sympathise avec Tiffany, à la crèche de la ville. Pendant que je m'occupais de ses enfants à la crèche, j'ai appris à connaître Hope. Elle nous racontait ce qui se passait entre elle et Jerry. Elle nous disait qu'ils s'étaient encore disputés et que Jerry avait une nouvelle fois levé la main sur elle. Jerry n'était pas un homme violent. Je l'ai jamais vu se montrer agressif et j'ai jamais entendu qui que ce soit raconter que Jerry avait fait usage de la force. C'était comme si elle était en train d'essayer de nous convaincre qu'il se passait des choses, alors qu'en réalité, c'était que dans sa tête. Le couple passe de moins en moins de temps ensemble. Hope en profite pour se lâcher. Je sais qu'elle a commencé à beaucoup sortir. Elle faisait sans arrêt la fête. Parfois, quand je sortais en ville avec mes amis le week-end, on la voyait garée sur un parking en train de discuter avec les officiers de police. Partout, on racontait qu'elle avait eu une aventure avec un policier de Valiant. Les rumeurs incessantes qui circulaient à Valiant au sujet de Hope en disent long sur l'état d'esprit malsain de la population. Je connaissais ma sœur. Je sais quel genre de personne elle était. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent se revendiquer chrétiens alors qu'ils ont répandu des horreurs sur son compte. C'était tendu entre deux. Je ne crois pas qu'ils cherchaient la confrontation, mais la situation les rendait malheureux. Leur mariage est pris dans une spirale destructrice. Les disputes deviennent tellement violentes que Jerry décide de les enregistrer. Hope soupçonnait Jerry de quelque chose. Sans doute d'entretenir une liaison. Il rentrait de plus en plus tard à la maison. Il devenait méchant avec elle. Je veux dire vraiment mauvais. Le 20 février 2002, l'hostilité entre eux atteint un point culminant. Elle a rejoint Jerry à la sortie de son travail. Il était sur le parking, en train de monter dans son camion, quand elle lui a fait une scène de ménage. Tous les employés qui terminaient leur journée ont entendu leur dispute. Elle l'accusait d'avoir une maîtresse, et il niait en bloc. J'ignorais ce qui allait se passer. Si j'avais su, j'y serais allée. Dans la petite ville de Valiant, dans l'Oklahoma, Hope et Jerry Meek font l'objet de commérages autour d'histoires de sorcellerie et d'adultère. Après 4 ans de mariage, leur couple atteint un point de rupture. Le 20 février 2002, Jerry et Hope ont passé leur journée à se disputer. Hope avait entendu dire que Jerry entretenait une liaison avec une collègue.
Elle était inquiète et très en colère contre lui. Évidemment, Jerry niait tout catégoriquement. Une fois rentrés chez eux, leur affrontement se poursuit. Plus tard dans la soirée, Hope appelle sa mère et lui confie qu'elle compte quitter Jerry le lendemain. Dans les jours suivants, les proches de Hope ont essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais elle ne répondait pas. Comme elle les avait très souvent au téléphone, et qu'elle était très proche de sa mère et de sa famille, ils ont commencé à se faire du souci. Pendant 6 jours, la famille de Hope reste sans nouvelles. Le 26 février au soir, son père, Harold, finit par avoir Jerry au téléphone. Jerry a dit que Hope n'était pas là. Il ne l'avait pas vue depuis 5 jours, il restait chez lui dans l'attente qu'elle l'appelle. Jerry leur dit qu'il ignore où est Hope, mais que si elle ne veut plus vivre avec lui, il ne la retient pas. On lui a demandé de se rendre au bureau du shérif pour signaler sa disparition. S'il ne le faisait pas, on ira à sa place. Jerry a fini par contacter la police pour signaler que Hope était partie sans laisser de traces 5 jours plus tôt. Il devait être 22 ou 23 heures quand un officier de police s'est présenté à leur domicile. Avant l'arrivée des policiers, Jerry a commencé à écrire ce dont il se souvenait de la dernière soirée passée avec sa femme. Jerry a déclaré que le 21 février, Hope lui a annoncé qu'elle en avait assez de ses études et de la façon dont les gens la traitaient. Elle voulait s'en aller. Elle comptait partir dans un endroit où personne ne la connaissait et où elle pourrait tout recommencer à zéro. Elle a ajouté qu'elle partait sans les enfants et qu'elle ne voulait rien de lui. Jerry explique que pour laisser le temps à Hope de faire ses valises et de s'en aller, il est allé chercher les enfants à l'école et les a emmenés camper pour le week-end. Ils ont roulé vers le nord de Broken Bow, en direction de Hochatown. Ils ont voulu installer le campement, mais il faisait trop froid. C'était en février. Et Jerry avait 2 enfants de 6 et 3 ans, ainsi qu'un bébé de 11 mois sous une tente. Au bout de quelques heures, ils ont remballé leurs affaires et sont repartis. Jerry affirme que pour tuer le temps, il fait un détour par Paris, au Texas. À leur retour à la maison à 23 h, le soir du 21 février, Hope n'est plus là. Les agents de police ont retrouvé au domicile de la famille le téléphone de Hope, ainsi que ses clés, sa voiture, son portefeuille et d'autres effets personnels. D'après Jerry, la seule chose qu'elle avait prise, c'était les $500 qu'il avait laissés pour elle. Il a dit tout ce qu'il savait. Il voulait être transparent. Il avait déjà préparé une déclaration écrite pour pouvoir raconter tout ce qui s'était passé dans les moindres détails. Il souhaitait communiquer toutes les informations qui étaient en sa possession, parce qu'il estimait qu'il n'avait rien à cacher. Voici la déclaration que Jerry a remise au policier qui est venu le voir à Valiant lors de l'enquête sociale. Il décrit tout ce qu'il a fait le soir où Hope a quitté leur domicile et qu'il l'a vue pour la dernière fois. Il précise qu'il lui avait laissé $500 sur la table et raconte tout ce qu'il a fait cette nuit-là. 5 jours après la disparition de Hope, le bureau d'investigation de l'État d'Oklahoma ouvre officiellement une procédure pour personnes portées disparues. Mes parents se sont rendus dans l'Oklahoma pour rencontrer les enquêteurs, essayer de faire des recherches, poser des affiches. Ma mère discutait avec toutes les personnes qu'elle croisait. Elle a rencontré beaucoup d'amis de Hope comme ça. Il y avait quelque chose qui clochait parce que Hope n'était pas du genre à abandonner ses enfants. Jerry a été entendu.
Il a livré un témoignage similaire à la déclaration qu'il avait faite par écrit. Jerry répète que le 21 février, il a emmené ses enfants camper et que sur le chemin du retour à la maison, il a fait un crochet par Paris, au Texas. Il y avait un détail assez troublant dans son attitude. Il nous avait fourni le billet de loterie qu'il avait déclaré avoir acheté cette nuit-là au Texas. 7 jours s'étaient écoulés, mais il l'avait gardé et amené avec lui lors de l'audition. C'était étrange. On s'est demandé s'il n'essayait pas d'invoquer un alibi pour se protéger avec tout ça. C'était quelque chose qu'on devait vérifier. Peu de temps après cette audition, l'enquête va prendre un nouveau tournant. Voici le mandat de perquisition et la liste des objets qui ont été saisis au domicile de Jerry. Elle contient un certain nombre de choses qu'il ne vaut mieux pas laisser en évidence quand on est coupable. Il y a notamment un anneau avec des clés dessus, une enveloppe contenant des relevés bancaires de Hope Meek. Il y avait le téléphone de Hope, un ordinateur, un disque dur, un reçu bancaire de Jerry Meek, des numéros de téléphone, des certificats de possession d'armes et même une photo de Jerry. Il est difficile de croire qu'un individu ayant quelque chose à se reprocher dans une telle histoire ne se soit pas débarrassé de tous ces éléments. Les enquêteurs interrogent la fille aînée de Hope, Jamie, âgée de 6 ans, sur la matinée du 21 février, où elle a vu sa maman pour la dernière fois. Je me rappelle pas comment ça a démarré, mais une dispute a éclaté. Comme la plupart des enfants dans ce cas-là, j'ai essayé d'espionner pour voir ce qui se passait. Mon petit frère était avec moi. Mon père n'a jamais été quelqu'un d'agressif. Je ne l'ai jamais vu s'emporter contre qui que ce soit au point de devenir fou. Hope lui jetait des objets à la figure, elle le frappait et essayait de le provoquer pour le faire exploser. On essayait de voir, mais on pouvait pas regarder sans se faire prendre. On est donc resté collés contre le mur à les écouter se crier dessus. Je sais plus si elle a décidé de partir à ce moment-là, mais je me souviens qu'il essayait de la convaincre de rester. Après ça, Jamie est allée à l'école. Elle a raconté qu'en fin de journée, son père les avait emmenés dans différents endroits avant de partir camper. De prime abord, l'histoire de campement racontée par Jerry semble tenir la route. Mais pour l'inspecteur Dansby, quelque chose ne colle pas. Toute cette histoire de camping n'avait pas de sens. Pourquoi emmener des enfants dormir sous une tente en plein mois de février, sous prétexte de laisser du temps à leur mère pour plier bagages? Mon père est un type très spontané qui fait les choses sur l'impulsion du moment. De nombreuses fois, on est parti en vacances sur un coup de tête. Il disait « Préparez vos valises, on part au Nouveau-Mexique. » D'accord. Je suis maman. Je suis grand-mère. Jamais de la vie je n'emmènerai mes enfants camper en plein hiver dans un endroit où il neige et où il gèle. Quand on regarde les prévisions météo sur cette période de l'année, elles sont toujours mauvaises. Je pense qu'on peut facilement imaginer qu'elle s'est enfuie au Mexique ou qu'elle a décidé de changer de nom et de déménager loin. Qui sait? Avec la vie qu'elle menait, elle a peut-être rencontré quelqu'un dans un bar. En tout cas, mon père n'aurait jamais levé la main sur elle. Mon plus grand espoir, c'était qu'elle soit réfugiée chez un ami. Ou alors qu'il se soit bagarré, qu'elle ait cogné sa tête et souffre d'une amnésie. Peut-être qu'elle était à l'hôpital. Ma plus grosse crainte, c'était qu'il l'ait tuée. Deux semaines se sont écoulées depuis le 21 février, date à laquelle Hope Meek a été vue pour la dernière fois par son mari. En l'absence de nouvelles, les rumeurs vont bon train. J'étais anéantie. C'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je n'arrivais plus à mettre de l'ordre dans mes pensées.
Je ne faisais que pleurer, je ne dormais plus car dès que j'étais allongée, je suffoquais. Hope avait toujours dit qu'elle se plaisait pas à Valiant. Personne n'était surpris de savoir qu'elle était partie. Après avoir pris 2 semaines de congé pour organiser la garde de ses enfants, Jerry reprend son travail et ses horaires de nuit à l'usine à papier. Jerry est venu me voir à la crèche. À l'époque, j'étais directrice de l'établissement. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui accepterait de garder ses enfants pendant qu'il travaillait de nuit à l'usine. Avant de lui proposer ses propres services, Tiffany demande son avis à sa mère, chez qui elle habite encore. Elle m'a répondu fonce. J'étais maman en garde alternée, mais j'ai rapidement réussi à tisser des liens avec les enfants de Jerry. Au bout d'1 an, j'ai commencé à éprouver des sentiments pour Jerry. Il s'est avéré que c'était réciproque. On était sur la même longueur d'onde et on a décidé d'élever nos enfants ensemble. Après 1 année sans nouvelles de Hope Meek, Tiffany et Jerry estiment qu'assez de temps s'est écoulé pour qu'ils emménagent ensemble. D'un coup, j'ai appris que Tiffany allait vivre dans la maison de Hope et qu'elle allait prendre sa place dans le foyer. Ça m'a crevé le cœur. Mais en même temps, je savais qu'elle était gentille avec les enfants. On ne prenait que le meilleur. On ne prêtait pas attention à ce que les gens pouvaient penser. Les enfants étaient heureux. Tandis que Jerry et Tiffany démarrent une nouvelle vie ensemble, l'enquête sur la disparition de Hope se poursuit. Il y avait quelque chose qui clochait. Une femme qui soupçonne son mari d'adultère ne le quitte pas en disant simplement « Très bien, tu peux tout garder, je ne veux rien. Je te laisse les enfants, je te laisse l'argent. Je m'en vais parce que tu me trompes. » Ça n'avait pas de sens. Si l'inspecteur Dansby suspecte un homicide, le manque de preuves médico-légales et l'absence de corps ne permettent pas d'affirmer que Hope a été assassinée, ni de lancer un mandat d'arrêt pour meurtre. Pendant toutes les premières années de l'enquête, le procureur n'a pas perdu espoir. Il était convaincu que nous finirions par trouver le corps. Nous n'avons jamais abandonné les recherches. Nous avons mis en œuvre tous les moyens qui étaient en notre possession pour essayer de la retrouver, ou tout du moins son cadavre. En 2010, l'inspecteur Dansby apprend que Jerry vient d'acquérir un terrain. Cela suffit à réveiller ses soupçons. L'emplacement de ce terrain était étrange. Il se trouvait juste à côté de l'endroit où vivaient les parents de Jerry au moment de la disparition de Hope. L'inspecteur Dansby se souvient qu'au cours de son audition, Jamie avait précisé que le soir de la disparition de sa maman, Jerry avait fait un arrêt chez ses parents avant d'emmener les enfants camper. Se pourrait-il que le corps de Hope soit enterré là? Nous avons fouillé la zone avec les chiens renifleurs. Nous avons essayé de ratisser le terrain du mieux qu'on pouvait, mais la propriété était envahie par les mauvaises herbes et complètement recouverte de broussailles. Nous n'avons pu mener nos recherches que sur une toute petite parcelle. Aucun reste humain n'a été découvert. Mais l'inspecteur Dansby n'a pas dit son dernier mot. En 2010, Mark Matloff est devenu procureur général du comté de McCurtain. Son arrivée a permis de relancer l'affaire. En l'absence de cadavres, les procureurs précédents étaient frileux à l'idée d'ouvrir une enquête criminelle. Cette fois-ci, le procureur veut réexaminer les preuves rassemblées par l'inspecteur Dansby. Dans sa déposition, Jerry racontait que le jour où il avait vu Hope pour la dernière fois, il était allé faire quelques courses au centre commercial du coin pour acheter du matériel de camping. Nous connaissions la date et l'heure approximative à laquelle il était censé avoir effectué ses achats. On s'est donc rendu dans le magasin et on a réclamé les enregistrements de vidéosurveillance. En les visionnant,
On s'est vite rendu compte que Jerry nous avait menti. Il n'a pas acheté de matériel de camping. Il a acheté 2 caisses d'environ 200 litres chacune. On le voit sous un autre angle. Jerry quitte le centre commercial et repart avec les caisses sous le bras. Les images nous ont permis de savoir ce qu'il avait acheté. Il était venu chercher un cercueil. Huit ans après la disparition de Hope Meek, l'enquête et les recherches reprennent à l'initiative d'un nouveau procureur. Reste à savoir si les preuves rassemblées lors de l'enquête de 2002 seront suffisantes pour convaincre un jury de l'assassinat de Hope. Le 20 février 2002, la veille de sa disparition, Hope s'était violemment accroché avec Jerry au sujet de rumeurs d'adultère qui circulaient sur lui. Mais il avait nié ces commérages. Hope m'a téléphoné un soir. Je crois que c'était le 20 février. Elle m'a confié qu'elle s'était encore pris le bec avec Jerry. Elle comptait le quitter. Je lui ai donc fait un virement pour qu'elle ait de l'argent au moment de partir. Nous devions nous rejoindre à Jackson dans le Mississippi. J'allais ensuite l'aider à faire venir les enfants en Floride. C'était ce qui était prévu. Elle rentrait à la maison. C'est la dernière fois que la mère de Hope a entendu la voix de sa fille. Quand on soupçonne un homicide dans une affaire où aucun cadavre n'a été retrouvé, il ne faut pas perdre de vue que le temps est une sorte d'allié. Plus Hope restait introuvable, plus sa famille restait sans nouvelles d'elle, plus cela renforçait la théorie d'un meurtre. Les éléments rassemblés par l'inspecteur Dansby, l'absence d'activité sur le compte en banque de Hope et son silence radio depuis plus de 10 ans finissent par convaincre le procureur d'entamer des poursuites judiciaires pour homicide. Un beau matin, je reçois un appel de l'inspecteur. Il me dit: je tenais à vous en informer en personne, avant que vous ne l'appreniez par un autre biais. On a arrêté Jerry Meek sur son lieu de travail aujourd'hui pour le meurtre de votre sœur. Je crois que les seuls mots que j'ai été capable d'entendre après ça, c'est « on l'a coincé ». J'ai hurlé. En octobre 2013, le procès de Jerry Meek s'ouvre au tribunal du comté de McCurtain. L'inspecteur Dansby sait que le témoignage de la fille de Hope, Jamie, sera décisif pour le jugement. Au tout début de l'enquête, lorsque Jamie avait été entendue par un officier de police criminel, elle avait déclaré que la dispute entre ses parents avait soudainement pris fin quand elle n'avait plus entendu sa mère. Imaginez-la se présenter devant le juge 10 ou 11 ans plus tard. Quand Jamie est passée à la barre, elle ne se souvenait plus de tout ça. Elle ne se rappelait pas son audition avec l'agent de police, ni ce qu'elle lui avait raconté. C'est un coup dur pour l'accusation. Mais les avocats vont adopter une autre stratégie. La justice a statué que les déclarations de jeunes enfants qui ne sont pas en âge de mentir délibérément peuvent être utilisées comme pièce à conviction lors d'un procès. Le juge tient compte de la déclaration originale de Jamie. Cette déclaration contient un autre élément de piste pour les policiers. Elle avait déclaré que son petit frère et elle avaient aidé leur père à charger des rouleaux de moquette dans la voiture. En 2002, les enquêteurs avaient découvert que Jerry avait fait changer la moquette de son domicile 5 jours après la disparition de Hope. C'est un élément clé pour l'accusation. Ce schéma représente ce que les artisans chargés de la pose ont vu la première fois qu'ils sont venus pour les travaux. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, ils ont remarqué qu'un rectangle avait été découpé dans la moquette. Pour faire avancer l'enquête, il fallait déterminer si le changement de moquette n'était pas une tentative de camouflage pour nettoyer la scène de crime. Le lendemain, à l'arrivée des artisans,
Les 2 morceaux de moquette entourant le rectangle vide ont également été retirés. Ces 2 pans de moquette ont été retrouvés plus tard dans une décharge alentour. Ce morceau de moquette manquant, qui correspond sûrement au trou que les artisans ont vu la première fois qu'ils sont venus, a en toute vraisemblance été retiré de la pièce en même temps que le corps. Pour l'accusation, les échanges houleux entre Jerry et Hope ont tourné au drame. Jerry aurait donc enterré le pan de moquette manquant avec le corps de Hope lors du week-end de camping. Le soir du 20 février 2002, Hope a téléphoné à sa mère et lui a raconté une dispute qui avait éclaté entre elle et Jerry plus tôt dans la soirée. Elle a expliqué à sa mère que Jerry l'avait attrapé et jeté par terre sur des morceaux de verre brisés. Les éclats l'avaient égratigné à la nuque et sur les épaules. L'accusation affirme que les traces de sang sur la moquette proviennent de ces blessures. Mais il faut encore déterminer comment cette dispute a pu aboutir à une fin aussi tragique. Je pense que le ton est monté entre eux. Hope allait le quitter et prendre les enfants avec elle. Non seulement il allait la perdre, mais il allait aussi perdre les enfants. Ils ont eu une autre altercation. Et il a tué ma sœur. Dans leur plaidoirie finale, les avocats de l'accusation déclarent que Jerry a étranglé Hope avant d'enterrer son corps dans une caisse en plastique. Après la dernière audience du procès, nous sommes allés en famille dans un restaurant proche du tribunal pour attendre le verdict. Le 30 octobre 2013, le jury déclare Jerry Meek coupable d'homicide volontaire. Je n'oublierai jamais ce moment, lorsque le juge a prononcé le mot « coupable ». Nous étions effondrés. Nous le sommes toujours. Jerry a été condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 38 ans. Du jour au lendemain, on perd un meilleur ami, un père, un confident, un modèle. Tout ça disparaît à la fois. Même si c'est lui qui est en prison, j'ai l'impression d'avoir été condamné avec lui. On refuse d'accepter que son enfant soit mort. Aucun parent ne peut le supporter. C'est juste quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à vivre. Ma sœur me manque tous les jours. Quand je vois mes petites filles, je pense à elles. Quand je vois ma mère, je pense à elle. Aucun de nous n'a mérité ça. Lors de son procès en août 2015, Jerry Meek fait appel de sa peine à perpétuité. Le corps de Hope n'a jamais été retrouvé.